Bonjour à tous, on va démarrer donc, sur cette nouvelle séquence avec trois intervenants. Je vais les laisser se présenter. On va commencer par Mathieu de la SNCF. Oui, allô. Bonjour à tous, donc Mathieu Simon, je travaille chez ISNCF Solutions, c'est la fabrique numérique du groupe, et je suis chef de projet en innovation connectivité, et donc principalement sur de la 5G privée ces dernières années. Antoine Brosseau, Société Acom. Non, c'est bon, ça passe. Société Acom, donc Acom, juste en quelques mots, c'est pas forcément aussi connu que SNCF. On est un câblier, donc on fournit des câbles et des solutions de câblage pour l'automobile, les réseaux télécoms et les réseaux privés du bâtiment. Et j'ai la charge pour Acom de déployer l'infrastructure 5G et tous les cas d'usage associés. Bonjour à tous, Jean-Mathieu Mondon, je suis chez Alcatel Submarine Networks. Nous fabriquons du câble sous-marin par lequel 99% de votre Internet passe à peu près, pour vous donner une idée. Je suis en charge aux opérations industrielles de l'utilisation d'un réseau 5G et de la mise en place d'une industrie 4.0, donc une usine connectée. Merci. Alors c'est vrai qu'on arrive au quatrième jour du salon et pendant ces 4 jours on a beaucoup expliqué la 5G privée industrielle, on a bien fait la différence avec la 5G publique et puis on a vu non plus également de nombreux cas d'usage. Donc ça a été assez prolifique sur ce cas-là. Ce qui serait intéressant de voir tout d'abord avec vous, c'est finalement quelle était réellement la raison principale d'implémenter chez vous ou de faire le choix de la mise en place du 5G privé. Donc peut-être Antoine, tu veux commencer ? Allons-y. Alors nous, la 5G, en fait, elle est venue assez naturellement. Donc, comme j'ai expliqué à Com, on est très investi au niveau des opérateurs télécoms. Donc on avait une culture télécom très très forte, des sujets de veille très actifs sur ces sujets-là. Donc on a vu assez tôt l'arrivée des réseaux 5G privés. On a mis ça en corrélation avec les objectifs stratégiques des différentes branches et services support de la société. Donc notamment tout ce qui est DSI qui se doit de numériser tous nos processus, d'accélérer la mobilité sur le site, tout ce genre de choses. Pareil pour notre ingénierie qui doit trouver des processus de rupture, capitaliser de plus en plus sur les données des machines pour analyser en temps réel nos processus. Donc la 5G est venue assez naturellement par rapport à ça. Et au-delà de ces ambitions stratégiques qui sont, on va dire, un petit peu plus long terme, il y avait des problématiques terrain réellement existantes. On a beaucoup de parcs extérieurs sur lesquels il faut aller prélever des éléments de câbles pour préparer des expéditions et autres. Et donc ça, on passe par des scanettes en Wi-Fi et au bout des parcs ça marche pas, donc les opérateurs perdaient du temps, revenaient en couverture Wi-Fi, scanner. Donc voilà, un gros problème de couverture notamment en extérieur et puis aussi de façon un peu moindre dans les bâtiments. Et effectivement la 5G permet d'avoir cette couverture numérique. Donc voilà, il y a des ambitions stratégiques, des vraies problématiques de terrain aussi. Et puis il faut le dire aussi avec l'appel à projet France Relance. Ça nous permet de cristalliser un petit peu tout ça et de démarrer notre projet 5G pour le site d'Acom. En fait, vous avez démarré le projet vers 2022, c'est ça? C'est ça, l'initiation du projet, c'est 2022. D'accord. Alors côté ASN, en fait, l'idée est partie en 2020 à peu près, avec l'idée de digitaliser l'ensemble de notre production et donc d'oublier le papier dématérialisé. D'une part, d'autre part, rapidement on a mis en place un écosystème, tout un environnement digital, et on s'est appuyé, à ce moment-là, s'est posé la question de notre réseau. La question de notre réseau a été assez rapidement répondue parce que à l'époque se présentait soit le câble, soit le Wi-Fi, soit une solution cellulaire, et dans la solution cellulaire, le 5G nous paraissait celle qui était celle d'avenir. Elle nous permettait effectivement, comme le disait Antoine, une véritable couverture même en milieu bruité, une sécurité aussi, une sécurisation et une vitesse de propagation d'informations qui était exploitable, intelligente et intéressante pour nous. Voilà, c'est essentiellement les choix qui nous ont portés vers cela et puis bien nous en a pris. Pour l'instant, tout le monde est heureux. Oui, parce que Jean-Mathieu, on peut dire que cette technologie est arrivée un peu au bon moment, en tout cas pour vous. Exactement. Elle est arrivée à point nommé, elle est arrivée au moment où on se posait la question, justement.
Maintenant, elle est là. Je pense que le choix serait à refaire, on ferait le même. Mais à ce moment-là, effectivement, était véritablement au bon moment. Oui, on va le voir, c'est un choix d'avenir en plus. Et du coup, côté SNCF, je ne vais pas être très original, parce que c'est pareil. On a des centres de maintenance qui sont indoor et outdoor, donc des grands ateliers avec beaucoup de métal, de dizaines d'hectares en outdoor avec des voies ferrées. Et dans nos ateliers, en plus, on a des machines roulantes, des trains. Donc quand nos opérateurs étaient à l'intérieur des trains, par des machines, en plus dans un atelier métallique, on savait très mal le Wi-Fi, encore moins le réseau opérateur. Et du coup, la 5G privée, pour les processus métiers, c'était la réponse numérique adaptée. Oui, ça c'est un point à noter, puisqu'on a reçu également mardi ArcelorMittal qui avait exactement la même problématique dans des zones qui sont assez difficiles. Et on voit bien que même le Wi-Fi, c'est totalement impossible de l'utiliser. Et tout au contraire, cette technologie 5G privée arrive à passer, à traverser, je dirais, en fait, ces zones, hein, c'est ça? Elle traverse mieux elle se propage mieux dans les environnements industriels et aussi dans les caisses des trains. Bon, même si ça reste du métal, donc on a de la perte évidemment. Et surtout en outdoor, donc sur de grands espaces extérieurs. Nous, on a des voies ferrées. Du coup, faire des travaux d'ingénierie civile pour passer du câble, pour mettre des bornes Wi-Fi tous les 20-30 mètres, ça devient très vite très compliqué, alors qu'avec la 5G, on a des portées allant jusqu'à plusieurs centaines de mètres, en fonction de la puissance. Donc on met une antenne ou deux et on couvre tous nos sites. Oui, alors après, je pense que par rapport aussi au début, votre choix de se porter sur la 5G, et puis en plus il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment sur les devices, etc. Je pense que ça aussi, vous avez appris, vous avez essuyé un peu les plâtres, vous trois. On a été les premiers, je pense. Ouais. C'est sûr que l'écosystème, quand on a commencé, était beaucoup moins fourni qu'aujourd'hui, soit en termes d'infrastructure ou de device. Aujourd'hui, bon, on trouve, alors côté infrastructure, le marché est vraiment, moi, je trouve qu'il est mature en tout cas, je vous laisserai voir si vous partagez mon avis ou pas. Et sur les devices, on voit qu'il y a une évolution dans le bon sens qui arrive depuis une année maintenant. Oui, Jean-Mathieu, justement, moi ce que j'avais cru comprendre, c'est que vous aviez fait, vous, de votre côté, un gros travail aussi de qualification de ce qui était possible de faire, en tout cas ce qui était natif 5G, pas natif 5G. Oui, alors, voilà. tout à fait. Alors, au départ en 2022, fin 2022, quand le réseau a été installé, les produits natifs 5G, on ne va pas se mentir, il n'y en avait pas des milliers. Il y avait 3 gateways qui se battaient, 2 dongles et 4 téléphones portables industriels. Donc les choses changent petit à petit, on a de plus en plus d'objets connectés qui existent. On est aussi dans alors, on en parlait tout à l'heure, on est aussi dans un réseau qui est évolutif, qui aujourd'hui est à une certaine maturité, qui n'a pas encore fini cette maturité-là. On n'est pas encore à du low energy 5G, et c'est encore quelque chose qui doit arriver, qui nous permettra aussi de densifier forcément et fortement l'ensemble des éléments connectés dans une usine et autres. Hein. Et puis aussi, véritablement, c'est quelque chose qu'il faut percevoir, c'est que dans les cas qui sont possibles et qui sont ouverts par la 5G, il y a tous les cas de mobilité. Parce que le Wi-Fi ne nous permet pas la mobilité. De passer d'une cellule à une autre, on a de la perte. Ce qu'on n'a pas sur un réseau cellulaire. Très important aussi. Extrêmement. Alors surtout, d'ailleurs, on a parlé sur la grande scène mardi avec Philippe Herbert, c'est la continuité, notamment pour la sécurité des hommes. Voilà un exemple assez concret. Alors c'est un des exemples sur lequel on travaille de notre côté. On est en train de remplacer en fait toute la technologie des ECT, qui est une technologie qui devient de plus en plus obsolète, par des technologies de 5G. Donc avec un téléphone 5G qui nous permettra de faire ce qu'on appelle chez nous le DECT 2.0 et d'utiliser des téléphones portables 5G dans un environnement industriel. Avec de la mobilité évidemment et avec tout ce que ça apporte, c'est-à-dire la détection de l'homme mort, l'arrêt de mouvement qui peut déclencher des alarmes, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont ouvertes par rapport à ça. Exactement. Alors là, je voulais revenir un petit peu sur le processus, en fait, notamment avec Antoine, que vous avez entrepris, vous, je dirais le choix stratégique. Au niveau de l'accompagnement, vous êtes resté en interne, vous avez fait l'appel à des consultants. Quelle était vraiment pour vous la stratégie de mise en place? Alors, la stratégie de mise en place, comme j'ai dit, on a répondu à un appel à projet dans le cadre du plan France Relance. Et donc ce projet a été mené en partenariat avec une société qui s'appelle Alsatis, qui est un opérateur et qui a fait effectivement tout ce travail
d'intégration, de conception de l'infrastructure. Parce que nous aujourd'hui, même si voilà, on fait du câble, on ne fait pas du tout de réseau télécom, donc c'est des nouvelles compétences qu'il a fallu aller chercher ailleurs et, pour se faire accompagner. On les intègre progressivement, on apprend aussi. Il y a tout un aspect aussi étude de couverture qui était très, très important pour s'assurer que voilà, si on place une antenne ici, on ait la bonne couverture avec quel niveau de puissance, quel niveau au niveau du terminal. Et donc ça aussi, on a fait appel à un bureau d'études qui nous a fait cette étude de couverture pour bien s'assurer que le positionnement des antennes corresponde aux besoins. Donc oui, on s'est fait accompagner. C'est des nouvelles compétences qui sont aujourd'hui pas forcément très répandues sur le marché, mais on voit, tout comme l'écosystème des devices dont on a parlé, c'est des compétences qui se démocratisent de plus en plus. Oui, parce qu'en fait, on parle de réseau cellulaire. Là, on fait rentrer un peu le monde du télécom qui n'était pas forcément habitué dans le paysage industriel. Tout au contraire, je dirais, il y a même certaines appréhensions. Donc, ça peut ouvrir d'ailleurs la voie, même pour les entreprises, sur des nouvelles formations pour demain. Clairement, effectivement, il y a des besoins de formation pour les entreprises, pour les services IT, c'est des nouvelles compétences à acquérir. Donc IT et aussi OT, parce qu'on parle de machines connectées aussi, donc c'est aussi un autre univers, d'autres langages et d'autres façons de travailler. Donc il y a vraiment une convergence télécom, IT, OT, et donc c'est des nouvelles façons de travailler effectivement qu'il faut construire. Et vous, Jean-Mathieu, alors? Répétez-moi la question. Sur la partie la stratégie, en fait. La stratégie, le process, je dirais dans les grandes lignes de mise en place de cet accompagnement. Alors cet accompagnement, chez nous, il a été porté par différentes entreprises qui nous ont accompagnés dès le début. Des entreprises qui avaient véritablement, encore une fois, eu un savoir, même si nous sommes une filiale de Nokia, nous pourrions dire, de par être une filiale de Nokia, nous aurions tout le savoir, ce qui ne serait pas vrai. Nous faisons du câble, Nokia fait du réseau. Donc on a dû s'appuyer avec des acteurs du type Soprasteria, du type FreePro pour notre opérateur, Nokia pour le constructeur qui nous a accompagnés et qui nous a fourni le matériel radio. Cela étant dit, oui, il y a une montée en compétences en interne qu'on est obligé de faire dans la mesure où déjà on a envie, nous voulons en termes d'ASN pouvoir exploiter et administrer notre propre réseau à terme. Donc forcément, ça demande un minimum de formation par rapport à ce genre de choses. Mais il est très important effectivement dans cette stratégie-là de s'accompagner avec les bons acteurs, de s'accompagner avec les gens qui sont sachants. De pouvoir aussi, il y a des labs aujourd'hui dans toute la France de 5G qui existent un peu partout, dans le bassin parisien comme dans d'autres bassins. Je pense que c'est important d'aller les voir, de comprendre de quoi on parle, de comprendre ce qu'ils sont capables de faire, de comprendre ce qu'on est capable de faire. Tout ça est illustrateur dès lors qu'on vient le voir. On peut aussi en parler avec ASN, on organise de temps en temps des visites. Mais oui, cette stratégie, c'était à l'origine véritablement tout numériser, s'offrir une vraie sécurité, une vraie cybersécurité aussi, c'est critique dans notre métier, et le tout englobé par tous les intervenants qu'on pouvait trouver sur le marché à l'époque. Et il y en a, comme le disait Antoine, de plus en plus. Oui, alors d'ailleurs, vous mettez le doigt sur un point important, on n'a pas encore parlé, c'est la partie cybersécurité, puisque dans le réseau 5G privé natif, la couche cyber est déjà intégrée. Oui. Et voilà, donc ça permet, voilà d'ailleurs une des différences par rapport aussi au Wi-Fi. Oui, alors n'oublions pas que nous sommes dans un réseau cellulaire, ça veut dire quoi? Soit une SIM, soit une eSIM. Elle est dans le téléphone, elle est provisionnée de l'autre côté dans un core network. La correspondance entre les deux fait qu'on a le droit d'être sur ce réseau-là. Au-delà de ça, c'est encrypté, donc on arrive à des niveaux de sécurité relativement hauts qui n'ont pas grand-chose à envier au câble lui-même, au réseau fibré.
Oui, tout à fait. Alors, vous, justement, sur la partie fibrée, vous connaissez bien. Et donc, c'est bien, vous confirmez bien que c'est bien compatible. On peut avoir de la fibre et du réseau cellulaire. Et au contraire, c'est très complémentaire. C'est parfaitement complémentaire. En tout cas, chez nous, c'est parfaitement complémentaire. Aujourd'hui, typiquement, on avait un site qui était excentré par rapport à notre campus de Calais, qu'on a couvert avec une antenne 5G depuis. Et ça marche très très bien. On n'a véritablement aucun problème. On s'est posé la question entre tirer une fibre ou faire ça, faire une couverture 5G. La solution a été vite trouvée. En termes de coût, en termes d'exploitation, on ne va pas le faire en fibre. Oui. Voilà. Merci. Mathieu, quant à vous? Donc sur la question de la stratégie d'accélération. Ou l'accompagnement, cette partie-là. Ouais. Alors nous, on a une forte culture télécom chez SNCF. Donc on a fait le choix d'intégrer tout seul notre solution. On a travaillé directement avec les constructeurs de radio et de cœur de réseau et on l'a intégré avec nos équipes internes. Aujourd'hui, on a travaillé avec 4 constructeurs de cœurs différents. On a regardé une bonne partie du marché et on a travaillé avec autant de constructeurs radio. On a déployé en tout 5 sites. On est en train de déployer 5 sites. On a encore un qui est en cours de déploiement. Donc on a fait ce choix-là. C'est vrai que ça nécessite de nouvelles compétences, surtout sur la partie radio, sur la partie technique. Autant la partie réseau, on l'a maîtrisé plutôt bien avec notre historique. La partie radio, c'est une nouvelle compétence qu'on a réussi à apprendre au fil du temps et qui se complète de mois en mois sur les prochains réseaux. Voilà, très bien. Et alors là, ce serait intéressant de faire un focus ou un panel par rapport à vraiment aux gains que vous avez pu constater, tout ce qui est KPI. Alors il y a déjà, on peut parler même au niveau des installations, puisque alors si on prend les différences entre le Wi-Fi d'ailleurs et la 5G privée, beaucoup moins d'antennes, donc moins de maintenance, donc infrastructures différentes, mais est-ce qu'il y a des éléments notables que vous avez marqués? Est-ce que c'est plutôt parce que vous recherchiez de la bande passante, de la non-interruption? Est-ce que vous alliez avoir des débits très importants, des taux de latence très faibles? Voilà. Est-ce que déjà vous avez les premiers retours là-dessus? Alors, si on compare le nombre de bornes entre Wi-Fi et 5G, nous, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est sur un de nos sites, on a les deux. C'est un site totalement indoor, donc c'est une usine, comme on peut voir un peu partout. On n'a pas de matériel roulant, on répare des pièces de frein. Donc c'est un grand hangar avec plein de métal, des grands racks, etc. Donc on a 35 bornes Wi-Fi pour couvrir, c'est 20 000 m² je crois, de mémoire. On a mis 5 bornes 5G pour couvrir le même site. Donc déjà en termes de déploiement, 5 fois moins long, 5 fois moins de câbles, 5 fois moins de maintenance. C'est un premier point. Après, nous, ce qu'on cherchait sur ce site comme les autres, c'est vraiment la continuité de service numérique, donner du réseau à nos agents, de bout en bout sans coupure, pour pouvoir travailler au quotidien sur leur process tablette. Demain, on voit 2 grands usages qui se développent à, on va dire, court terme. C'est vraiment la partie vidéo. Grâce à la 5G, on peut remonter des flux vidéo de grande qualité en temps réel pour faire de l'IA derrière et les alertes qui vont bien, donc sur plein de domaines. Vidéosurveillance, comptage, gestion d'espace, etc. Et l'AMR, donc tout ce qui est robotique et conduite à distance. Donc l'AMR, aujourd'hui, c'est un des cas d'usage qu'on déploie donc, sur le Technicentre, là où on a du Wi-Fi et de la 5G. Aujourd'hui, quand on passe d'une cellule Wi-Fi à une autre, parfois l'AMR s'arrête parce qu'il perd la connectivité avec la 5G. La promesse, parce qu'on est en train de le mettre en place, c'est que ça ne s'arrête plus et qu'on puisse avoir un AMR sans le redémarrer tous les X temps parce qu'il s'arrête en plein milieu du réseau. Oui, parce que là concrètement, sur ce cas-là, il s'arrêtait et là c'est un opérateur qui allait le redémarrer. Vous voyez un peu. Le redémarrer. Donc, ouais, exactement. Et vous, Antoine, donc, est-ce que déjà vous avez des premiers cas d'usage que vous avez implémentés concrets qui ont servi, par exemple, sur la chaîne de production, enfin, vous avez vu des résultats, des gains? Comme l'a dit Mathieu, nous aussi on a déployé une solution AMR en 5G. Effectivement, c'est fluide, il n'y a pas de souci d'arrêt. On a gagné à ce niveau-là. L'intérêt qu'on voit aussi avec la 5G, c'est on a un parc de machines qui ont des fois quelques générations d'âge. Et notamment, c'est un cas d'usage qu'on a déployé sur la vidéo. Traiter ça en local sur la machine sans faire un rétrofit très important, c'était assez compliqué. Et donc là, on a placé une caméra vidéo connectée en 5G qui retransmettait son flux d'informations sur notre data center. Le traitement était délocalisé
Et pour cette machine, renvoyer juste une information binaire. En l'occurrence, c'était s'assurer de la conformité de la couleur d'un élément de câble, ce qui est très important pour nous. Et donc ce processus renvoie juste une information binaire à l'automate. La couleur est conforme ou la couleur est non conforme. Et ça, sans un rétrofit important sur la ligne, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, on gagne en flexibilité sur nos lignes. On peut rajouter assez facilement des nouvelles fonctionnalités dans un gain de temps et d'énergie très très faible au final. Oui, alors ça, c'est d'ailleurs les industriels mettent souvent ça en exemple, et on le voit bien de plus en plus, je dirais, avec les nouvelles demandes. C'est-à-dire, il faut plus de flexibilité sur les usines pour modifier les machines, les emplacements, etc. Et c'est vrai que le fait d'avoir une infrastructure, en tout cas qui est mobile, et de ne pas être obligé de tirer X câbles, ça va être vraiment quelque chose quand même qui est très appréciable. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on recherche, de gagner en mobilité, de pouvoir reconfigurer nos lignes le plus facilement possible, le plus rapidement possible. Voilà. Alors après, le câble, on n'est pas forcément la meilleure industrie pour ça, parce qu'on n'a pas des lignes qui bougent tout le temps, mais il y a quand même des bouts qui bougent et ça facilite. Jean-Mathieu, vous vouliez faire un complément? Alors, je vais un peu reprendre ce que vient de dire Antoine. On a des sites industriels qui sont plus ou moins jeunes. Chez nous, à SN-Calais, typiquement, c'est un site qui n'est pas très jeune. On doit avoir des bâtiments qui ont déjà plus de 30 ans ou plus de 40 ans. Des infrastructures qui sont déjà tirées. Quand il s'agit de rajouter N infrastructures pour rajouter des équipements connectés, etc., ça nous demande une logistique et une infrastructure elle-même qui devient démente, en fait, d'une part. D'autre part, cette idée même si on ne le fait pas tous les jours, et ça c'est une évidence chez nous, alors, peut-être que là où j'ai un tout petit écart par rapport à mes deux collègues ici, c'est qu'on a pour l'instant assez peu de mobilité utilisée en 5G. On n'a pas d'AMR, on n'a pas d'AGV. Les seules choses que nous ayons pour l'instant, c'est des lunettes connectées. Alors, je prends l'exemple des lunettes connectées. Les lunettes connectées, on les utilise pour deux raisons. On les utilise pour de la télémaintenance avec certains de nos fournisseurs quand on a des maintenances à faire sur certaines de nos machines. Et la deuxième, c'est pour la formation. J'en ai une troisième. Pour la formation, quand on a des formations à faire vis-à-vis de personnel qui sont pas sur site. Et la troisième, c'est plus de la formation, mais plus de l'assistance en interne entre eux, par exemple la R&D et certaines équipes terrain. Et typiquement, les lunettes connectées, avant qu'on ait de la 5G, elles étaient dans le placard. Elle prenait la poussière, c'est même pas une plaisanterie. En Wi-Fi, ça fonctionnait mal. Quand on a essayé avec la 4G, c'était horrible. Donc, dès lors qu'on en utilisait en 5G, tout d'un coup, c'est devenu exploitable. Et les lunettes sont ressorties du placard. On en a même racheté il n'y a pas très longtemps pour pouvoir les utiliser avec un confort qui était incomparable. Au-delà de ça, ce que ça nous a apporté essentiellement, c'est la flexibilité. C'est dans la gestion technique décentralisée, c'est-à-dire la gestion technique de l'évacuation d'air, hygrométrie, etc. d'usine. On a mis des automates au fur et à mesure qu'on a ajouté. Et étant donné que nos hubs étaient complètement saturés, que les câbles, on ne pouvait plus en mettre partout, etc., mettre un dongle Wi-Fi, un dongle 5G ou une gateway 5G à la place d'un hub quelconque et n'avoir qu'à l'alimenter électriquement, et ça nous a permis de mettre en place notre gestion technique centralisée beaucoup plus aisément, beaucoup plus rapidement, ce qu'on n'aurait pas pu faire. Oui, complètement. Alors c'est vrai qu'on fait un focus sur ce salon sur la 5G industrielle. On va encore en reparler l'année prochaine lors de Global Industrie de Lyon. Et d'ailleurs, on va lancer un summit 5G, vous voyez, donc on va vraiment être dedans. Mais si on retraçait, regardez bien les dernières années, avec lorsqu'on a poussé justement tout ce qui était industrie du futur, industrie 4.0, tout ce qui est de nouvelles technologies. Et là, on pense en briques technologiques, c'est-à-dire qu'en réalité augmentée, en réalité mixte, en objets connectés, en intelligence artificielle. Mais finalement, ce qui aujourd'hui peut faire le lien, et vous l'avez vraiment bien décrit avec c'est l'usage des lunettes connectées, parce que moi-même j'avais développé des applications dans ce sens-là, c'est vraiment la 5G industrielle qui permet réellement de connecter tout ce monde, pour que ça fonctionne. Tout à fait, pour que ça fonctionne d'une manière... en fait, n'oublions pas que chacun des opérateurs, chacun des travailleurs que nous avons, on a tous des téléphones portables dans nos poches, on est tous habitués à l'immédiateté, on est tous habitués à ce qui fonctionne tout de suite. Dès lors qu'il y a un moindre temps de latence,
même dans ce milieu-là, les gens ils posent l'outil, ils disent non, ça marche pas, c'est bon, j'en veux pas. Et c'est idiot, mais c'est devenu de plus en plus vrai. Donc on a besoin de répondre aussi à ces prérogatives-là, et ça apporte ce confort-là. Ça apporte ce confort-là véritablement tous les jours à nos opérateurs. Bon, ça reste quand même ces implantations-là, je dirais un projet d'entreprise, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Donc comment vous, en interne, je dirais, vous avez managé ça, même si vous avez fait appel à des consultants ou à des partenaires, mais vous voyez, en termes d'équipe, la DSI. Alors, moi j'ai la chance que ma DSI, c'est Christophe Végina, c'est lui qui a lancé, toute l'idée et qui a véritablement porté le projet 5G depuis le début, et qui avait décidé de par lui-même d'offrir à l'usine ce genre d'infrastructure. Donc de ce côté-là, on est peut-être un mutant ou un martien dans l'univers industriel. On avait une DSI qui a poussé dans ce sens-là. Peut-être pas le meilleur exemple. Antoine. Alors nous, effectivement, il y a une conviction derrière. Hein. Comme je l'ai dit en introduction, à Com, on est très, très lié aux opérateurs, donc à tout l'écosystème tout l'écosystème télécom. Donc on a vu ça assez vite, et notre PDG en a été très, très rapidement convaincu. Donc il y a vraiment une discussion, il y a vraiment une volonté d'entreprise. Il n'y a pas eu de question de tergiversation autour d'un potentiel ROI et autres. Il y avait vraiment une conviction de déployer cette infrastructure 5G. Et vous, Mathieu? Nous, on est vraiment parti du besoin. On avait des irritants, on n'arrivait pas bien à travailler dans nos technicentres du fait du manque de réseau, de la continuité de services numériques. Donc on avait un problème. La 5G, pour nous, était la solution. Donc on l'a testé sur un technicentre. Ça a marché. On l'a répliqué sur les quelques-uns suivants. Et après, voilà, on cherche maintenant à l'industrialiser en interne. On a une très grande maison. Donc maintenant, on a les métiers qui sont convaincus. On a la DSI qui est convaincue. Et maintenant, on travaille tous ensemble pour aller de l'avant et le développer à plus large échelle chez nous. Oui, ce qu'on peut voir, là, vous êtes plus maintenant des convaincus, et c'est plus le passage à l'échelle, là. On est plus dans ce cadre-là pour vous. Totalement. Hein. Nous, on a 5 sites aujourd'hui. On va aller sur plusieurs dizaines normalement dans les prochaines années. En tout cas, c'est notre ambition. Donc oui, on passe à l'échelle. Et d'ici la fin de l'année, on aimerait mettre la seconde pour y passer. Voilà, donc on commence à parler des prochaines étapes. Il y en a peut-être d'autres chez vous sur la 5G? C'est ça, hein, c'est continuer les déploiements à une vitesse assez forte, parce que la demande en interne est forte. Chaque centre de maintenance, voyant ceux qu'on a déployés et voulant lui aussi son système 5G, et les cas d'usage, hein, il y en a beaucoup. On a commencé par les plus prioritaires et on avance, mais il y a un temps et un coût aussi à déployer tous ces cas d'usage. Donc c'est ça sur les prochains mois et prochaines années qu'on va faire. C'est continuer les réseaux et continuer les cas d'usage sur les 5 prochaines années. Et vous, Antoine? On est un peu dans la même démarche. Aujourd'hui, on a une infrastructure 5G qui est opérationnelle sur notre site de Normandie. On a testé différents cas d'usage. Alors, dans la démarche, effectivement, on a cherché les irritants pour y répondre le plus vite. Aussi, dans la démarche, on a mis en place des cas d'usage qui n'étaient pas forcément tout de suite intégrés, qui avaient une adhérence relativement faible avec notre SI, pour éviter, si jamais ça partait dans le mauvais sens, de tout faire planter. Donc, on a validé ces concepts-là avec des cas d'usage qui étaient un peu, on va dire, stand-alone. Et du coup, maintenant, pareil, comme Mathieu, l'objectif, c'est de passer la seconde, de déployer de plus en plus de cas d'usage, qui soient de plus en plus intégrés, et d'aller plus loin dans notre fusion avec notre système d'information pour vraiment bénéficier pleinement de cette infrastructure qui est sur notre site. On voit déjà que la situation quand même en interne est assez favorable chez vous pour aller plus loin, donc ça aide beaucoup. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Oui, c'est plus ou moins le cas. Après, il y a toujours des petites barrières de temps en temps. Moi, je suis en train de bousculer mon IT sur les plans d'adressage IP pour pouvoir tout rentrer dans notre réseau à un moment ou à un autre. Donc forcément, il y a des petites choses comme ça. C'est quoi notre stratégie future? La densification de l'utilisation, en fait. Véritablement, la multiplication du nombre d'objets connectés. On parle également d'AGV, parce que nous, pour l'instant, on n'en avait pas besoin véritable. Mais petit à petit, plus ça avance et plus on se dit pourquoi pas. Ça peut être quelque chose qui nous aidera. Des outils de géolocalisation aussi, des multiplications d'outils connectés.
On est en train de travailler sur ces points-là essentiellement. D'accord. Est-ce que vous aviez des conseils ou des mots qui pourraient inciter voilà, des autres industriels à rejoindre un peu l'aventure, hein? On va faire un groupe, la 5G. Alors moi, le premier conseil que j'aurais envie de donner, c'est informez-vous, renseignez-vous, n'hésitez pas, connectez-vous à nous, connectez-vous aux entreprises qui ont déjà fait le pas. Nous, côté ASN, ça fait depuis cette semaine, on a été vitrine de l'industrie du futur. Nous avons cette mission aussi d'être un peu évangéliste de la solution 5G et de l'industrie 4.0 en France. Et nous sommes ravis de l'être et de le faire. Et véritablement, je pense qu'il n'y a aucun problème à nous contacter et à s'instruire du sujet, véritablement. C'est le premier pas, à mon sens. Et arriver à comprendre quelles sont les différences avec les différents systèmes que vous pouvez mettre en place dans une entreprise. La 5G comporte, et c'est pour ça qu'on a fait le pas, beaucoup d'avantages. Et pour l'instant, aucun inconvénient au moment où je parle. Il y a quand même un avantage certain aussi dont on n'a pas du tout parlé, c'est la capacité de superviser un réseau, quoi. On a une supervision de réseau, on sait quel équipement, quel élément de la chaîne de notre réseau est en panne ou marche, quelle est la QoS de chacun des équipements qui sont des éléments qui sont connectés. Tout ça, ça en fait partie tout de même. Donc voilà, il faut s'informer, il faut comprendre quelle est la différence avec les autres technologies. Merci. Antoine? Oui, alors pour essayer de trouver d'autres arguments, non, je pense qu'il faut pas non plus envisager un réseau 5G pour la 5G. Faut bien rappeler que la 5G, c'est qu'un tuyau qui permet de transmettre la data. Après, qu'il y a des caractéristiques qui sont vraiment très intéressantes. On a parlé de sécurité, on parle de latence, on parle de débit. Donc c'est la mobilité. Donc il y a vraiment beaucoup d'attrait pour cette technologie 5G, mais il faut vraiment partir du terrain, des usages. Pas imposer des cas d'usage techno qui vont au final pas être utilisés sur le terrain, mais vraiment partir des irritants et donc là, si effectivement on apporte une solution qui est acceptable et qui amène un vrai plus pour les utilisateurs sur le terrain, bah là on aura une adoption très rapide et comme tu l'as précisé, bah les autres aussi vont vouloir avoir leur 5G, leur cas d'usage, que ce soit déployé, généralisé. Oui, c'est ce que vous pensez aussi, Mathieu? Oui, je suis content que tu me poses la question parce que je ne savais plus quoi dire. Je sentais non, bien. mais c'est ça, les usages, les irritants actuels, voir si effectivement la technologie 5G peut y répondre. Ça répond à une grande part, en tout cas, on le voit chez nous. Ça répond quand même au premier irritant, on va dire, du quotidien, c'est d'avoir du réseau pour travailler. Après, ça ouvre la voie à l'industrie 4.0. C'est vraiment un socle de connectivité pour l'industrie 4.0. Et voilà, venez nous voir dans nos plateformes. On sera, je pense, je parle pour vous, mais heureux d'accueillir qui veut. On montrera, on peut parler de nos usages, de comment on a mis en place. Et je vais rajouter quelque chose que vous n'avez pas dit. Aujourd'hui, le marché lié à la 5G, il se développe et il y a des offres vraiment pour tout type d'acteurs. Il n'y a pas que des grosses solutions très très chères. On peut avoir des solutions qui sont beaucoup plus réduites, avec moins de fonctionnalités aussi, évidemment, mais beaucoup moins chères et qu'on peut mettre en place même pour une entreprise de moindre taille que SNCF en tout cas. Oui, complètement. C'est un point important. D'ailleurs, on en a parlé mardi, mais même sur ce village, vous avez des offreurs cœur de réseau qui ont des solutions qui peuvent s'installer beaucoup plus rapidement. Vous étiez plutôt sur des délais de 12-18 mois, je crois, à peu près, en moyenne. Entre 6 mois pour les plus petits réseaux. Oui. Et oui, pour les plus gros, c'est une année à peu près. Ouais, c'est ça. Après, effectivement, c'est les délais qu'on a mis. Après, on a beaucoup appris. Il y a eu quelques tergiversations, des choses comme ça. Mais voilà, les choses, tout le monde a appris, je pense, dans l'écosystème. Donc, il y a moyen de déployer, je pense, aujourd'hui beaucoup plus rapidement. Les solutions ont maturé. On a tous appris nos expériences, nos erreurs. Donc, ça peut aller assez rapidement maintenant. Ouais, alors on va parler pour ASN de 12 mois entre le moment où on commande et le moment où on a mis en place et qu'on fait une inauguration 5G en décembre 2022. C'est à peu près 12 mois, je crois. Maintenant, c'est quand même 160 000 m², 65 antennes, indoor et outdoor. Donc, on n'est pas tous dans ces échelles-là. 12 mois, ça me paraît assez raisonnable pour ce genre de choses, sachant que c'est optimisé et que ça fonctionne bien. Oui, il faut relativiser, vous avez raison. Et en complément et en parallèle à ce que vous avez fait, donc il a été lancé les campus Fab Lab 5G.
sur le territoire. Donc il y en a un certain nombre en fait, qui sont implantés sur l'ensemble du territoire. Et ces campus donc, réunissent à la fois des offreurs, des experts, des intégrateurs, et puis tout un écosystème donc, avec des entreprises qui souhaitent ou qui sont en tout cas intéressées par l'implémentation de la 5G industrielle, de pouvoir faire aussi des tests, je dirais, avant des implémentations. Et tous ces dispositifs vont aussi accélérer, d'autant plus qu'ils vont devenir communicants entre eux. Donc on va pouvoir partager, et ça c'est une très bonne chose, les cas d'usage, et puis les différentes solutions et les offreurs qui ont été en tout cas qualifiés pour répondre à ces solutions. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On a encore quelques minutes. Moi je vous propose, vous avez sûrement des questions, donc n'hésitez pas. On va faire passer le micro. Qui veut démarrer? Ah monsieur, je vois. Non. D'accord. Madame, vous avez une... Est-ce que ça a été parfaitement clair? C'est ça? Bon, un petit mot de la fin, je vous laisse le dernier mot. Allez-y. Un petit mot de la fin, vous m'avez coupé un peu l'herbe sous le pied parce qu'avec les Fab Labs, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure un peu maladroitement en disant qu'il y avait d'autres centres d'expérimentation un peu partout en France. Mais les Fab Labs sont effectivement des choses, des endroits qu'on peut aller voir, qui sont intéressants pour tout le monde, dans lesquels on va avoir plein de cas d'usage qui ne sont pas nécessairement que ceux d'ASN et ceux industriels d'ASN. Ça donne de bonnes idées sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire. Moi, j'incite à cela. Après, dernier mot de la fin par rapport à ASN, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a apporté pas mal de flexibilité, comme je le disais tout à l'heure, mais ça a aussi une vraie interrogation, une vraie curiosité, même de nos opérateurs par rapport à des différents cas d'usage auxquels ils n'avaient pas pensé précédemment et sur lesquels aujourd'hui ils se disent pourquoi pas, maintenant qu'on a de la 5G, qu'on a quelque chose qui nous permet de le faire, et pourquoi on ne le ferait pas? Parce qu'il y a quand même dans tout ça, dans les cas d'usage, il y a tous ces cas d'usage qu'on connaît aujourd'hui et sur lesquels on ne se pose plus la question. Et puis, celui-là, il marchera bien, celui-là, on prend les lunettes connectées, c'est favorisé par la 5G. Puis il y en a d'autres auxquels on n'a pas encore pensé et puis sur lesquels on se dit, ah, tiens, et maintenant qu'on a ça, pourquoi pas? Oui, et puis on va le voir, hein, c'est que ça va ouvrir en fait la voie sur de nouveaux services que vous allez pouvoir éventuellement proposer à vos clients. Et là, je vous parle à vous tous. Antoine, le mot de la fin. Ouais, moi je voudrais juste revenir sur un point qu'on n'a pas forcément évoqué ici, c'est l'acceptabilité de la 5G auprès des salariés. On a eu un petit peu... on s'est posé quelques questions et donc on a pas mal discuté avec nos instances et autres, bien expliqué, on a formé certaines personnes à ces risques, notamment tout ce qui est exposition aux ondes électromagnétiques. Et on a fini la boucle en faisant venir là, au mois de décembre dernier l'ANFR, donc qui est l'Agence nationale des fréquences, sur notre site industriel pour faire une mesure justement de la contribution de cette infrastructure 5G sur notre site industriel et voir à quel niveau d'onde on pouvait potentiellement exposer nos salariés. Et les résultats sont vraiment très, très intéressants parce que, alors déjà, on est dans un site qui est assez rural, donc on a une exposition aux ondes électromagnétiques qui est très très faible. On est à 0,3 volts par mètre, quelque chose comme ça, sachant que la moyenne nationale c'est 1 volt, donc on est déjà un tiers des observations nationales. Et au-delà de ça, la contribution de notre infrastructure 5G participe pour, on va dire, entre un tiers et un quart, et est inférieure aussi à la contribution de notre infrastructure Wi-Fi. Et avec des services qui sont de bien meilleure qualité. Donc on peut se poser beaucoup de questions sur la 5G. Et donc nous, on y a répondu. On a vraiment accompagné nos salariés là-dessus. Il n'y a pas de risque. C'est un point important, vous avez raison de le souligner. C'est donc le dernier mot, c'est vous. Que dire de plus? Non, peut-être juste pour compléter, il y a le tour des plateformes 5G qui commence très bientôt, le 5 avril, donc c'est demain. Toutes les régions de France vont être représentées, si je ne dis pas de bêtises. Donc renseignez-vous et venez nous voir dans votre région, parler avec nous et parler avec les autres. Parce que là, vous voyez trois interlocuteurs, mais il y en a d'autres. On est une quinzaine, une vingtaine de plateformes en tout. Donc voilà, venez nous voir et allez-y. Vous ne regrettez pas. En tout cas, nous, je pense qu'on ne regrette pas.
Merci à vous. Donc le rendez-vous est pris pour la première date du Tour de France des campus Fab Lab 5G, donc le 5 avril à Aix-en-Provence sur le site innovant de The Camp. Et puis pour Global Industries, eh bien, la prochaine date, ce sera au mois de mars, donc sur Lyon, avec le Summit 5G, notez bien, avec une journée complète, où là on va parler beaucoup de 5G. Et puis je pense que ça va être un moment où ça va nous permettre aussi de voir et de parler des nouveaux déploiements. Voilà, il va se passer encore quelques temps, rendez-vous donc en mars 2025. Merci à vous. Merci.